95% des entreprises qui se sont lancées dans des initiatives d'IA générative avouent n'obtenir aucun retour sur investissement. Ce chiffre, il nous vient d'une étude par l'Institut Nandan, qui est coupé ici, qui est associé au MIT. Et ce chiffre, il est sorti en septembre 2025 et il a fait beaucoup de bruit, parce que même si on peut remettre en question l'étude, la méthodologie, le choix de l'échantillon, en fait, il décrit une réalité qu'on est nombreux à vivre au quotidien. Et McKinsey a conceptualisé la chose en appelant ça le paradoxe de l'IA. Les entreprises investissent de l'argent, parfois beaucoup d'argent, mais force est de constater qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore trop comment mesurer, même si l'IA générative apporte une valeur ajoutée dans l'entreprise. Ce constat-là, moi je le fais au quotidien avec mes clients. Je suis consultante data et j'accompagne tous les jours des entreprises de toute taille, de tout secteur, sur leur adoption de l'IA générative, mais aussi sur les fondations data, ce qu'il faut mettre en place derrière pour pouvoir passer à l'échelle. Et je suis une convaincue de l'IA générative, je suis convaincue que c'est une révolution. Je sais que c'est en train de changer nos entreprises, nos business models, nos sociétés. Et pour le coup, on constate encore que les entreprises rapidement arrivent à un palier. Alors pourquoi ? Le premier constat que je fais avec vous ce soir, c'est que aujourd'hui encore, quand on lance des initiatives d'IA générative, on est en silo. On lance une initiative pour le département marketing, pour le département finance, on fait un chatbot pour les clients, pour chatbotiser la FAQ ou le SAV qui est derrière, mais on reste en fait dans des départements silotés. Et c'est assez normal. C'est assez normal parce que si les entreprises s'organisent comme ça aujourd'hui, c'est pour garantir l'efficacité opérationnelle. Mais par contre, quand on parle d'IA générative, il va falloir dépasser ces différents silos. Et ces silos, moi, ils me font penser à la loi de Conway. La loi de Conway, c'est une observation de Melvin Conway qui nous dit que, quelle que soit l'architecture du système d'information qu'on dessine, il finira toujours par ressembler à la structure organisationnelle, à la structure de vos lignes de communication en entreprise. Et cette loi de Conway, en fait, elle s'applique à la data et elle s'applique à nos initiatives d'IA générative. Et c'est un problème quand on veut avoir une IA générative capable d'être à l'échelle de l'entreprise et de bénéficier de toute la connaissance de l'entreprise. Ok, c'est sympa, mais comment on fait alors pour dépasser cette loi de Conway ? On ressort un concept qui s'appelle le jumeau numérique de l'entreprise. Le jumeau numérique de l'entreprise, c'est tous les points de données de l'entreprise, c'est toute l'information de l'entreprise qu'on va collecter et qu'on va structurer. Cette donnée structurée, elle est super importante parce qu'en fait, la structure, c'est le contexte. Et le contexte, pour l'IA générative, c'est tout simplement la pertinence que vous allez avoir. Alors, ça paraît être un chantier titanesque. Comment on fait pour créer cette structure de données ? Comment est-ce qu'on fait pour créer ce jumeau numérique de l'entreprise ? Pas évident. Je vous propose ce soir qu'on voit ensemble quelle méthodologie on peut appliquer pour justement commencer à se mettre le pied à l'étrier. La première chose que je fais quand j'arrive chez mes clients, c'est de leur demander, ok, mais qui doit prendre en charge cette structure de la donnée ? Qui doit commencer à avoir la data chevillée au corps, qui doit penser structure, qui doit commencer à aller dans les différents départements pour collecter ces éléments-là. Et puis la première réponse qu'on me donne souvent, c'est on a une équipe de data gouvernance, c'est à eux de s'occuper de la donnée à l'échelle de l'entreprise, c'est à eux de faire le taf. Et c'est vrai qu'une équipe de data gouvernance, ils sont là pour poser un cadre directeur, une méthodologie pour que tout le monde aille dans la même direction, producteur comme consommateur de la donnée, pour gérer la donnée de l'entreprise. Oui, mais voilà, force est de constater aujourd'hui que les équipes de data gouvernance, aujourd'hui, c'est plutôt des équipes qui font l'administration, la gouvernance, mais qui s'intéressent finalement assez peu aux données. C'est des équipes qui ont une approche gérée par le risque, qui se sont construites souvent autour des questions d'enjeux réglementaires, le RGPD par exemple, et qui ont mis beaucoup de choses en place, mais qui ne sont pas forcément allées sur de la structure de données. La deuxième équipe à laquelle on peut penser quand on pense, ok, mais qui est capable de nous faire une structure de données à l'échelle de l'entreprise ? C'est les architectes d'entreprise. Pour le coup, le travail d'un architecte, c'est de créer justement un schéma, une architecture, pour qu'ensuite on puisse construire les différentes fondations et les différents bâtiments sur ce blueprint.
Oui, mais aujourd'hui, les architectes d'entreprise, ils s'intéressent au SI applicatif. Ils vont s'intéresser aux bases de données, ils vont s'intéresser aux applications de BI par exemple, mais ils ne vont pas vraiment s'intéresser au cœur de la donnée, aux données elles-mêmes. Donc entre data gouvernance et architecture d'entreprise, eh ben là, on a un trou, on ne sait pas exactement qui doit prendre ce chantier de structure de la donnée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose la création d'un nouveau rôle, et ce rôle, c'est un rôle d'urbaniste de la donnée. Alors, ce n'est pas un rôle d'urbaniste comme on en entend dans certaines entreprises, c'est un rôle qui est vraiment à cheval entre l'architecture applicative, l'architecture data telle qu'elle est pensée aujourd'hui, et la data gouvernance. Et si vous devez me poser la question, savoir, ok, mais s'il faut l'allouer à une équipe, soit l'architecture, soit la data gouvernance, où est-ce qu'on le met? Eh bien, personnellement, je le mettrai plus dans une équipe de data gouvernance pour justement arriver à l'extirper de l'informatique, à l'extirper des bases de données, pour l'associer beaucoup plus à la gouvernance de la donnée à l'échelle de l'entreprise. Donc, pour arriver à mettre de l'IA générative à l'échelle de l'entreprise, on crée une structure de la donnée. Cette structure de la donnée, c'est l'urbaniste de la donnée qui va la prendre, ok, mais c'est un chantier titanesque. Par quoi est-ce qu'on commence? Eh bien, moi, je m'y prends en 4 étapes. La première étape, on a parlé de la loi de Conway, eh bien, c'est d'abord de prendre la loi de Conway à rebrousse-poil et d'opérer une reverse Conway maneuver. La reverse Conway maneuver, c'est pas forcément aller à l'encontre exacte parce qu'on peut jamais résister à la loi de Conway, elle est toujours là et elle va toujours s'appliquer, mais par contre, on peut la conscientiser et en la conscientisant, on peut faire l'effort de mettre en lumière ces structures de la donnée pour ensuite réaligner l'architecture applicative et l'organisation des activités data. Beaucoup de personnes me disent oui, mais bon, ça finalement, c'est le data mesh, mettre en lumière les structures de la donnée, ben, ça veut dire identifier des domaines de la donnée. Oui, c'est vrai, et c'est la première étape. Identifier les domaines de données et ensuite pouvoir penser comment est-ce qu'on les relie entre eux, c'est cette première étape de penser une macro-structure de la donnée. Mais le problème que je constate chez nos clients qui mettent en place ce data mesh, c'est qu'on ne va pas beaucoup plus loin en termes d'architecture, alors que justement, la clé, c'est d'aller un pas plus loin. Et le pas plus loin, c'est mon deuxième chantier, et c'est un chantier de modélisation de la donnée. La modélisation de la donnée, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si dans vos entreprises, vous avez des DBA, des gestionnaires de bases de données, ils vont vous dire « Ah mais oui, mais bien sûr, mais on modélise la donnée depuis la nuit des temps », et c'est vrai. Et donc, toutes les méthodologies, toutes les techniques, elles sont connues. Et en fait, la modélisation des données, c'est ce qui vous permet de faire le lien entre votre système, votre architecture, votre informatique, vos bases de données, comment c'est représenté physiquement, et derrière, la modélisation métier. Et on voit que tout en haut, on va avoir nos domaines de données, on va avoir notre structure macro de données, et progressivement, on va aller carotter le système et on va aller modéliser l'ensemble des données. C'est un chantier qui paraît titanesque, et l'idée, c'est pas forcément de faire 6 mois de rétro-documentation, ça servirait absolument à rien. Mais par contre, commencer à penser la structure, commencer à penser les différents domaines de données et les mettre en lumière, commencer à avoir une méthodologie pour que tout le monde modélise dans la même direction, ça c'est la clé. Et le rôle de l'urbaniste de la donnée ici, c'est justement de penser ce framework à mettre à disposition de l'ensemble de l'entreprise. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ce qu'écrit Joe Race dans Practical Data Modeling. C'est un Substack, il est en train d'écrire un livre, mais justement, il est en train de dépoussiérer ce domaine de modélisation de la donnée qui peut paraître un peu vétuste à tout le monde. Et il est en train de le penser pour l'heure de l'IA générative et pour le mettre à l'échelle de l'entreprise. Par contre, le risque est grand qu'on ait une documentation, une méta-documentation avec des gens qui pensent uniquement au concept et que cette documentation, elle reste en train de voler dans l'entreprise et que finalement, elle ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que le troisième chantier à opérer, c'est un chantier de shift left. Et le shift left, ça nous vient du software development et c'est l'idée d'inscrire les structures, le framework, le plus tôt possible dans les chaînes de développement. Et pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir pensé notre structure, on va avoir nos différents blocs, ça va avoir des impacts sur la nomenclature, ça va avoir des impacts sur les différentes manières de modéliser, et que cette manière de modéliser, il faut demander à tous les développeurs de l'inclure dans leur construction de pipeline de développement. Pareil, on va opérer ce shift left sur tous les éléments de la data gouvernance, sur les critères de qualité par exemple que vous allez définir avec les équipes plus métiers, il va falloir les inscrire au plus tôt dans les chaînes de développement.
Et ça, en data aujourd'hui, c'est pas encore exactement pratiqué. Et c'est pour ça qu'il y a Chad Sanderson qui a écrit un article au printemps 2025 qui s'appelle The Shift Left Data Manifesto, qui est hyper intéressant, qui est hyper synthétique. Et je pense qu'il est temps qu'on applique ce Shift Left à la donnée, au data engineering. Une fois qu'on a inscrit justement ces structures dans nos pipelines de données, comment est-ce qu'on voit en fait émerger notre jumeau numérique de la donnée, notre structure de la donnée à l'échelle de l'entreprise? Eh bien, il faut faire remonter les métadonnées dans les outils de data governance. Et ça, c'est mon 4e chantier. Et comment est-ce qu'on fait remonter ces éléments dans les outils de data governance? On travaille les métadonnées. Et là encore, c'est le travail de l'urbaniste que de penser la structure des métadonnées de l'entreprise. Là encore, il doit y avoir un framework. Là encore, il y a des choses à mettre en place pour que tout le monde aille dans la même direction, que la liste des métadonnées officielles de l'entreprise qui doivent remonter dans les outils de gouvernance soit une liste connue, standardisée et appliquée par tout le monde. Les outils de data governance, vous les avez en fait, c'est vos outils de dictionnaire de données, de catalogue de données. Aujourd'hui, on entend parler de data marketplace. Ces outils-là, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher plus loin. Il y a besoin par contre de penser la structure et de se poser la question de comment est-ce que la structure de données de notre entreprise, de toutes les données de l'entreprise, structurées, non structurées, peuvent remonter dans les outils de data governance. Et là encore, il y a des travaux hyper intéressants qui sont en train d'être développés. Il y a un livre qui est sorti récemment, aussi en septembre 2025. Décidément, 2025 est une année bouillonnante pour la data. Ça s'appelle Fundamentals of Metadata Management. C'est écrit par Ole Olesamy-Bagneux. Et encore une fois, si vous cherchez comment aller plus loin, comment avoir une méthodologie, comment avoir des outils pratiques pour travailler ces métadonnées, allez consulter ce livre-là. J'en ai fini pour ce soir. Vous l'avez compris, on a besoin d'une cartographie des données de l'entreprise. C'est votre GPS. Ça va permettre aux robots, aux agents, comme aux humains, de naviguer la donnée de votre entreprise. Pour ça, on a quand même besoin d'avoir une personne qui va penser cette structure de données à l'échelle de l'entreprise. Et cette personne-là, c'est un urbaniste de la donnée. On peut l'appeler de différentes manières. Je sais qu'il y a social architect qui existe aussi, mais n'empêche, c'est cette personne-là qui est à cheval entre la data gouvernance et l'architecture d'entreprise. Et cette personne-là, les 4 premières étapes pour commencer à opérer dans cette direction, ça va être structurer ces data domaines, modéliser, construire une structure de modélisation de la donnée à l'échelle de l'entreprise, opérer un shift left et travailler les métadonnées pour que toutes les données de l'entreprise, tout le patrimoine informationnel de l'entreprise, que ce soit du document, que ce soit de la donnée tabulaire, que ce soit des transcripts, puissent rentrer dans cette structure informationnelle de l'entreprise. Merci beaucoup. Oh, j'ai 2 minutes. C'est pas obligatoire. On peut prendre des questions si vous voulez. Je crois que je me tiens entre l'apéro et les questions. Donc, Pas de questions, merci. Merci à vous.